Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, une section web tout à fait intéressante. Et dans le dossier, nous vous parlerons encore et toujours d'AWS, mais cette fois-ci avec un petit retour sur l'AWS Summit de Paris, où j'ai été. Je vous ferai un retour là-dessus. Et Teddy vous parlera de Route 53, S3, Glacier, EBS et CloudFront. Dans la toolbox, nous aurons AirPair et la table de compatibilité d'ECMAScript 6. Et dans la zone 404, nous vous parlerons des schemales URL. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Et on passe tout de suite à la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Et dans la section veille, Teddy nous fait un retour d'expérience sur Code Ping-Pong. Yep. Code Ping-Pong, j'en avais déjà parlé il y a quelques numéros, il y a 2-3 épisodes. Ouais. Et en fait, le principe, c'était quoi, pour ceux qui n'avaient pas écouté, qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. C'était qu'on pouvait, on pouvait soumettre un bout de code qu'on a écrit, donc par contre, c'était que du Rails. Hein. Voilà. Un bout de code qu'on a écrit et il y avait une sélection qui a été faite par la communauté. Et après, il y avait DHH, David Meyer-Hanson, quelque chose comme ça, Ouais. le créateur de Rails. Yes. Attends, je cherche Et le principe, c'était que on soumettait un bout de code sur lequel on se pensait qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Et DHH, du coup, il nous montrait comment il aurait résolu ce problème-là. Et après, la communauté pouvait voter pour la meilleure des solutions entre les deux. Donc, pourquoi j'en reparle aujourd'hui, c'est parce que ce petit tour-là est fini. Et donc, on peut aller voir le résultat de ça. Donc, on peut voir les 3 ou 4 bouts de code qui ont été soumis, les discussions qu'il y a eu autour et les solutions qui ont été apportées par DHH. D'accord. Donc, généralement, c'est quand même d'assez haut niveau, quoi. Ouais. Quand on voit les bouts de code qui sont soumis et les résultats qu'on a en face, parfois c'est assez impressionnant. Et surtout, ce qui est sympa à lire, c'est quand on est développeur Rails ou quand on s'intéresse d'une manière générale à la beauté du code, d'une belle écriture de code. Exactement. C'est intéressant à aller voir et à lire les commentaires qu'il y a autour. Donc tout est hébergé sur GitHub en plus. Yes. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, allez jeter un coup d'œil. Et il y aura un prochain tour qui sera fait, mais là du coup ce sera plus sur du code open source. D'accord, parce que là en fait ce que je veux dire c'est que c'est pas ouvert en permanence, c'est-à-dire qu'il ouvre les soumissions. Tu peux plus par exemple proposer des bouts de code pour qu'ils soient réécrits par DHH. Non, c'est fini, il fallait quand même une première sélection pour pas qu'on soumette n'importe quel bout de code. D'accord. S'il y a un nouveau qui vient qui dit j'arrive pas à faire un select all dans cette table-là, bon, c'est pas intéressant. Tout à fait. Alors que là c'est vraiment on parle de refactoring, etc. Donc c'est relativement poussé. C'est clair. Et donc il y a les gens qui votent en plus là pour savoir si c'est le code initial donc proposé par l'auteur ou le code refactoré, réécrit par DHH qui est le mieux. Bon, pour le moment, clairement, c'est toujours DHH qui gagne au vote, assez largement d'ailleurs. Ouais, alors ça c'est dans les prochains tours. En fait, on pourra pas voir au moment où on vote quelle est la tendance. La personne pour qui on vote. Ah d'accord, tu verras le bout de code. Le développeur du site s'est dit peut-être que les gens ils ont voté pour DHH parce que c'est DHH et que c'est toujours mieux de voter pour lui. Hein. C'est ça. Bah oui, non, puis bon, il y a la notoriété, ça joue vachement quand même. Hein. Après, c'est vrai que factuellement, vous irez voir, mais globalement, là, je prends le premier exemple, le mec il a soumis un code de 84 lignes, pas très grand. Bon, et le code réécrit, il en fait 38. Ouais, c'est divisé par 2. Alors après, le code réécrit, c'est pas forcément, il fait pas forcément tout ce que fait le code original. Ah, d'accord, c'est juste une réécriture d'un sujet. Oui, voilà, en fait, ça peut être une idée générale de réécrire. C'est peut-être que dans le code soumis, il y a plein de fonctions, et puis dans le code corrigé, entre guillemets, il y aura qu'une fonction, mais qui montre l'idée générale du truc. D'accord, ok, d'accord. Donc voilà, faut vraiment pas le prendre comme une réécriture complète, c'est vraiment plus dire attention, cette partie-là, je la ferai comme ci, comme ça. Voilà comment tu devrais construire ta classe.
Voilà un exemple, je te laisse C'est faire ça. les autres méthodes ou tout ça. Ouais, le but, c'était pas que DHH réécrive son code. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les prochains tours, comme j'ai dit tout à l'heure, ça concernera du code open source. Donc, ça D'accord, pourra être donc des au moins, gemmes, en plus des comme ça, il choses comme ça. contribuera un peu à la communauté. Exactement. Et Ça en fait d'une pierre deux coups. ouais, c'est pas mal. Et puis, il continue à redorer son blason. Il aurait tort de pas le faire, nous aussi on peut pas. Ouais. Enfin, il n'y a pas besoin de le redorer sans blason. Mais... Non, mais ça fait toujours un peu de... Ouais, ça fait un peu de notoriété. Non, mais enfin, en tout cas, je trouvais bien. ça vachement intéressant et c'est un truc qui serait bien à multiplier et à organiser sur d'autres langages. Absolument. C'est vrai que nous, on l'a pas vu sur d'autres langages, mais si, Non, c'est vous, vraiment- ouais, si vous trouvez ça sur d'autres langages, bah, parlez-nous-en. Ou même si vous avez envie de le lancer, bah, Allez-y. on sera ravis de le relayer. Mettez-nous ça dans les notes de l'émission ou un petit mail, hein, ou via Twitter. On en parlera parce qu'on trouve que c'est vraiment une super bonne initiative. C'est sûr. Top. De quoi tu nous parles, toi? Ouais, moi je vais vous parler d'une petite collection de plugins jQuery qui sont, à mon sens, vraiment utiles. Alors, c'est quand même des grands classiques, hein, faut pas se tromper. Donc c'est le plugin jQuery pour gérer les cookies. Bon, rien de bien délirant, mais c'est vrai que bah, c'est toujours pratique quoi, d'avoir ces petits outils-là sous les mains, les plugins de validation, les waypoints, vous savez, qui est le plugin qui exécute une fonction en fonction de là où le navigateur est scrollé. Le lazy load, bon, les placeholders, du classique, il n'y a rien de bien magique là-dedans. Mais bon, moi je suis toujours avec mes développeurs, mes freelances qui bossent avec moi, alors en disant back to basic, les mecs, retournez un peu aux choses faciles, simples et maîtrisées. Donc voilà, ça c'est une bonne piqûre de rappel, des plugins, et puis c'est des plugins qui sont massivement reconnus, utilisés, éprouvés, donc voilà, on prend pas de risque à les utiliser, c'est pas très innovant et novateur, mais moi j'aime bien, c'est solide, c'est fiable, c'est utile, donc c'est du bon. Non, c'est une bonne ressource pour les débutants. Ouais, exactement, ouais, pour les débutants ou pour les développeurs qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel, ouais, moi je trouve que c'est toujours bien. Toi, tu dis, tu vas nous parler d'une liste des contributeurs de Race. Ah. Ouais. Alors c'est un truc que j'ai découvert tout récemment. Ouais. Je pense que c'est un petit peu de temps déjà. Et en fait, c'est une liste mise à jour. Donc là, on le voit, pour ceux qui ont la vidéo, vous le voyez. Là, par exemple, on est sur la semaine. Et c'est une liste des plus grands c'est les gens qui ont contributeurs. contribué cette semaine dans Race. Race, ouais. D'accord. Et donc, il y a un cette classement, semaine, c'est Aaron Patterson qui a fait 56 commits. Donc on peut le voir pour chaque jour. Vas-y, fais all time là. All Donc time. all time, c'est depuis le début de la création de Race. Ah, mais là, du coup, je pense qu'il y a DHH qui doit être leader. Non, c'est toujours Aaron. Aaron Patterson, manifestement, est un très gros contributeur de Race. Ouais. Avec quand même Ouais, 4149 Ouais, et commits. puis il est connu dans la communauté. Alors attends, elle est où la première fille? Par contre, est-ce qu'on va réussir à deviner? Non, mais bon, pas de sexisme, hein, mais c'est intéressant c'est toujours rigolo de voir. Putain, c'est des Il noms, n'y a pas de pratique. Il y a un mec qui s'appelle Pratique. Emilio, Carl, Jamis, Francesco, Niraj, Akira. Akira, tu Il y a penses? Ryan B qui est assez connu. Non, Nicolas, Akira, ça. Steve, Mike, Prems, Frédéric, Geoff, Vipu. Merde. Ah. Sébastien, Sergei, Lucas, Godfrey. On est déjà au 43e et on n'a toujours pas identifié Non. de filles. Bon, les filles, là, faut faire un peu de race, ça va pas cette affaire. Bah, malheureusement. Chia, non. Ah, dans mon open Il y a Akira. Ah, on ne sait pas si c'est. On sait pas si c'est une fille ou un garçon. Ah, bah, Bon. En tout cas, on voit toute la liste des comics. Et on voit J'avais exactement pas vu. toutes les modifs qu'ils ont elles ont fait. Enfin, je Bon, trouvais c'est ça- en fait, intéressant. je trouvais ça. Bon, c'est pas ultra intéressant en soi. Non, c'est marrant. Mais c'est juste que oui, je trouvais ça bien. C'est une façon en fait un peu de rendre à la communauté, de Ouais. montrer qui. Et ça permet de sentir aussi la vivacité du projet, son dynamique, Ouais, le fait que il y a toujours des comics. Rien qu'aujourd'hui, hein, il est même pas midi. Alors, je sais pas sur quelle time zone c'est calé, mais il y a déjà eu 10 comics. Mm. Et ça, c'est sur la version de prod, j'imagine, ou c'est dans tout le repository global. Genre, Alors là, tu vois, il y a la différence entre les releases et Edge. Edge, c'est la version. C'est en cours de développement, en fait, ouais, c'est ça. Et la release, c'est d'accord, Et après, ouais, tu peux voir par rapport à la prochaine release. ça marche. Ah, tu vois, là, ça te permettrait par exemple de voir que la 4.1.1, c'est vraiment
juste une release de sécurité. Parce qu'il y a Ah deux oui, ça codes. c'est intéressant de voir effectivement à quel point il y a eu beaucoup Après, de ça, tu peux le modifications. voir dans GitHub directement. Mais... Ouais, non, mais c'est aussi une manière de. Ouais, Enfin, en tout cas, c'est je trouvais une- bien de voir cool. la liste des gens qui ont contribué. Je trouvais ça Yes. sympa. Ça devrait être un truc qui devrait exister sur tous les. Sur tous les projets Open un source. peu open source, ouais. C'est ça. Mais je crois que tu as ça hein, dans sur d'autres types de Ah, projets. probablement, de toute façon, tu peux le voir sur Tu peux voir, GitHub. c'est simple sur GitHub. Ouais, Mais c'est c'est juste que clair. là, du coup, il y a une page sur le site du projet qui liste les Qui les listent et contributeurs. qui les mettent en avant et on a C'est ça bien que je et trouve c'est vraiment très bien de bien. le faire. On est d'accord. Eh ben Et écoute, toi, tu nous parles de ECMAScript 6 Pro. J'ai réussi à le dire. bravo, c'est chaud, hein, je suis bien d'accord. Punaise. Ça fait, tu sais, en espagnol, un truc comme ça s'appelle un trabalengua. Voilà, D'accord. pour ceux que ça intéresse. Ça fait travailler la langue. Voilà pourquoi ils appellent ça comme ça. Donc, ils ont des phrases un peu types pour. C'est un peu comme aider à- les chaussettes de l'archiduchesse. C'est exactement ça. Je me lancerai pas dans la. Parce que. Il est encore. Ça va mal se passer. Donc, blague à part, aujourd'hui, on va vous parler de ECMAScript 6 et des nouvelles méthodes disponibles dans la classe Array. Donc, pour la gestion des tableaux, donc en JavaScript, hein, l'ECMAScript 6. Je vous rappelle que c'est la nouvelle norme de JavaScript qui est en train d'arriver. Ne vous y trompez pas, une partie d'ECMAScript 6 est déjà implémentée dans les navigateurs que vous utilisez actuellement. Donc, on vous en parle d'ailleurs un peu plus tard pour que vous puissiez savoir un peu où on en est en termes au niveau de la propagation des fonctionnalités d'ECMAScript 6 et 5, la version courante de JavaScript. Donc, ce qui est intéressant dans cet article, finalement, qui est un blog post de Axel Rochemayer, c'est que voilà, il nous fait une petite présentation, un petit guide touristique des nouvelles fonctionnalités que la classe Array nous permet d'avoir. Donc il nous présente la fonction from, la méthode from, la méthode donc c'est ce qui nous permet en fait de convertir une liste en tableau et donc de faire des for each dessus. Vous voyez comment ça marche, c'est assez intéressant, ça permet vraiment de condenser le code. Les fonctions de mapping aussi pour faire justement du MapReduce finalement. Les fonctions de recherche, les différentes propriétés, les fonctions d'itération avec les entries, les keys et les values. Ceux qui ont déjà utilisé les itérateurs sauront de quoi je parle. Les autres, allez voir, c'est important de savoir comment fonctionne un itérateur. Vous l'utiliserez pas forcément tout le temps, mais c'est important de savoir que ça existe parce que il y a pas mal de frameworks que vous utilisez qui s'appuient dessus. Donc si vous avez besoin de débugger ou de regarder comment ça fonctionne, c'est bien de savoir comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Hein. Vous pouvez y aller, c'est pas très compliqué. Il y a aussi les fonctions de recherche avec les recherches par index, etc. Et voilà, en gros, ce qui nous est proposé, ça permet aussi de construire des objets avec les fonctions de filling, donc qui nous permet de créer un objet avec par exemple 200 000 objets identiques. Vous voyez, des trucs quand on a besoin de faire des tests un peu de charge, des choses comme ça. Bon. Ça permet de faire ça rapidement plutôt que de se faire avec une boucle. C'est toujours un peu chiant de le faire comme ça. Donc voilà, c'est pas la révolution absolue, en tout cas moi je trouve que c'est intéressant, c'est une belle évolution. Mais c'est bien de voir que ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est déjà implémenté dans certains des navigateurs qu'on utilise. Allez jusqu'au bout de l'émission, vous verrez, on vous en parlera en détail. Et même si c'est pas implémenté, il y a des polyfills. Yes. Il y a des polyfills qui couvrent ça effectivement. Me semble pas que l'article en question les mette en avant les polyfills. Si, c'est là. Ah yes, t'as raison. ECMAScript Shime Library has ported. Ouais, effectivement. Donc il y a même c'est pour IE. Ah, IE, pardon. Tu parlais de Yves. Je sais pas qui est cet Yves dont tu parles. C'est peut-être pour Yves aussi, mais je ne connais pas. Yves, si tu nous entends. Ok, du coup, effectivement, il y a un polyfill dans cet article. Donc voilà, si vous avez envie d'utiliser ces fonctions dans vos projets, et c'est du JavaScript vanille, du Vanilla.js, pas du query ou de merveilles comme ça. C'est toujours bon de le préciser. Teddy, tu vas nous parler de... Eh ben non, en fait, c'est moi qui continue et qui vous parle du news qui est sorti il y a 2 semaines et qui concerne, voilà le terme que je cherchais, les Google Play Services. Ils ont sorti une version 4.4 de ces API, donc attention développeurs Android, c'est pour vous. Donc ils ont fait évoluer les API de Google Maps pour Android, notamment avec l'introduction de Street View. On n'avait pas forcément ça disponible. Maintenant on peut intégrer
intégrer du Street View dans nos applications de manière un peu plus facile. On a également, qu'est-ce qu'on a? Et puis bon, il y a quelques autres évolutions, notamment par rapport aux cartes indoor, à l'intérieur. On a pu, voilà, les cartes, on avait été habitué aux cartes à l'extérieur, et voilà. Alors moi, je n'ai pas trop eu l'occasion de regarder, mais si, moi, t'as des bâtiments un peu plus tous les centres commerciaux en France, en tout cas, j'en ai déjà vu plusieurs. Ouais, comme ça, d'accord. Donc voilà, donc ça va être disponible. Pardon, c'est disponible. Donc c'est en anglais dans le texte, un rolling out worldwide. Donc c'est en train d'être déployé. À mon avis, là, ça doit bien être le cas. Donc du coup. Voilà pour les Google Maps. Il y a aussi les API d'Activity Recognition, donc qui permettaient d'identifier si on était en train de marcher, de faire du vélo dans la voiture ou en train de courir. Et donc là, ils ont justement ajouté la détection d'activité. Donc maintenant, il est capable de nous dire si on est en train de marcher ou en train de courir. Voilà, bon, c'est toujours intéressant pour les applications de Quantified Self qui puent en ce moment. Il y a eu quelques updates au niveau des game services, donc notamment on peut faire la gestion des cadeaux. Vous regarderez ça. Les mobile ads aussi qui ont évolué et le wallet qui est les méthodes de paiement. Donc voilà, il y a eu pas mal de, c'est quand même une belle mise à jour. Hein. Faut pas être. Non mais c'est vrai. Il y a quand même pas mal de choses. C'est quand même assez profond. L'article dont on vous parle, c'est l'annonce, donc il n'y a pas les détails techniques de comment implémenter les choses, tout ça c'est dans la doc d'Android qui est désormais à jour, donc allez regarder l'article si vous voulez juste avoir une petite vue d'ensemble de ce qui est proposé. Sinon, comme d'habitude, direction de la doc, c'est là que les réponses à vos questions les plus obscènes se trouveront. Ça t'inspire quelque chose? Obscène, ouais. Obscène. Mais non, mais bon. Écoute, tu vas nous parler du coup de types spécifiques dans PostgreSQL et d'Active Records. Ouais. Ça, c'est encore du Rails. C'est ça. Putain, il lâche rien. Oh, c'est pas forcément du Rails, c'est Active Records, mais effectivement, c'est principalement Rails. Active Records, c'est le RM de Rails. Donc le RM, c'est Object... Relationship Manager? Non. Non? Si. Non, c'est Relational Mapping ou un truc comme ça. Ah oui, t'as raison. Bah oui, carrément, bien sûr. T'as un truc dans le genre. En tout cas, vous irez voir pour ceux que ça intéresse, on s'en fout un peu ce que ça veut dire. C'est clair. Mais voilà, là, c'est un. En fait, quand on développe un site ou peu importe ce qu'on développe en Rails, une app qui est backée par un PostgreSQL, qui est basée, on va dire, sur dans lequel il y a un Postgre. Dans lequel vos données sont dans Postgre. Voilà. Très bien. On sait que dans Postgre, il y a des types de données particuliers qui peuvent être ultra intéressantes suivant le sujet sur lequel on bosse. Tu veux parler desquels? Ah bah il y en a plusieurs. Il y a des voilà, faut le dire en français alors. Bon, vas-y en anglais, on traduira si on y arrive. Bah des date range, c'est-à-dire des plages de date. Voilà, c'est ça. Plutôt que d'avoir une colonne from et une colonne end date, tu mets tout dans la même colonne. Et du coup, on peut faire des finds qui sont beaucoup plus simples. Le problème, c'est que c'est spécifique à Postgre, ce genre de type de données. Et du coup, on ne sait pas trop comment l'utiliser dans le cadre d'un ORM. Et là, ce que je vous propose, c'est un petit lien. Donc, c'est hébergé sur GitHub. Alors, je sais pas pourquoi c'est pas un GIST, mais enfin, si, c'est parce que du coup, tout le monde peut intervenir dessus. Yes. Et en fait, ça vous reprend peut-être pas toute la liste, mais une bonne partie des types de données spécifiques à Postgre. D'accord. Et comment les utiliser dans le code avec Active Record. Donc c'est ultra intéressant quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Et quand on n'a pas l'habitude de Postgre, et quand on n'a pas l'habitude d'écrire du code spécifique à une base de données. Ah oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, ça c'est vraiment des exemples d'utilisation d'Active Record via Postgre. Voilà, ah oui, c'est cool. L'exemple à chaque fois, c'est du coup, ouais. Ouais, bah si, parce qu'en fait, du coup, tu vois, là, t'as le type qui a créé au début, puis après, t'as les discussions qui vont avec et les mecs qui peuvent rajouter. Ah ouais, parce que t'as pas ça dans Gist. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que, bon, alors, c'est pas super joli, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude, en tant que développeur, de lire des trucs qui sont pas écrits d'une façon très lisible. Bah ouais, et ce qui est intéressant, c'est donc, c'est pour chacun des types de données, on vous donne le lien vers la doc, Postgre. Ensuite, on vous donne comment écrire la migration. Et ensuite, on vous donne comment écrire une requête select, classique, avec une recherche spécifique à ce type de données.
Ouais, donc c'est ultra Ouais, donc c'est intéressant. vraiment des exemples, quoi. Voilà, il y en a beaucoup. Moi, je connaissais pas trop, mais du coup, j'ai eu besoin de m'intéresser à ce sujet et ça m'a vachement aidé. D'accord. Et effectivement, en plus, c'est assez à jour, donc il y a vraiment pas de. Faut vraiment y aller, lire et s'inspirer de ce qu'ils ont écrit. C'est vrai que Ça marche nickel. Ouais. Ouais. Ouais, ça marche nickel. Toi, Ouais, t'en as essayé des servi, méthodes qui sont là et ça... genre il y a 2-3 jours, tu vois, Ouais. et ça marche bien, du coup, ça m'a vraiment permis de comprendre et les types de données et comment s'en servir directement Top. Parce qu'effectivement, comme certaines fois, on a des syntaxes assez spécifiques à ces types de données, Ouais. et moi, je savais pas du tout comment les écrire. Ouais, les syntaxes, souvent ça s'invente pas, Ouais, quoi. ouais. Faut les apprendre. Donc bon, ouais. Si Voilà. tu peux avoir des exemples sous la main, ça aide quand même Ah à ouais, avancer, quoi. non, c'est vraiment nickel. Top. Voilà. Là, il y a juste les UUID que j'ai pas encore saisi comment bien s'en servir C'est quoi? C'est dans Universal Unique Identifier, c'est Voilà. ça? C'est plutôt que d'utiliser tu sais, un champ de type De int, type, ouais. integer, qui peut poser des problèmes, notamment quand tu as des grosses bases de données. Tu as Postgre qui te propose un UUID qui est vachement plus, qui est fait pour ça en fait. D'accord. Ouais, mais j'ai pas encore trop capté comment on s'en servir de ça. Mais en tout cas, il y a toutes les infos qu'il faut sur cette adresse que vous irez voir dans les La notes note de l'émission. Voilà, très intéressant pour les développeurs Rails. Grave. Non, Ou c'est même cool. d'une manière générale. Pour ceux Non, qui non, mais veulent ouais, ça commencer permet de à- découvrir différents types un peu spécifiques de Postgre, donc non, c'est cool. Top. C'est validé. Absolument. Et toi, tu nous parles de Flexbox cette fois-ci. Absolument. Vous en avez parlé à l'épisode précédent en vous présentant une petite page qui vous montrait un petit peu comment fonctionne Flexbox. Et pour rappel, hein, Flexbox, c'est un nouveau modèle de boîte donc, pour faire du design et du positionnement d'éléments sur une page web. Hein. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Bon, en fait, c'est améliorer le système de layout, de box layout qu'on a actuellement en CSS. J'avais passé un lien au dernier épisode qui montrait. Comment ça fonctionnait. Ouais. Mais c'était en visuel. Ça permettait de manipuler. Ouais. Voilà, c'est alors que là, ça donnait, pour le coup, ça vraiment... permettait de manipuler la semaine dernière, enfin l'épisode précédent. Ce coup-ci, c'est un article qui est aussi très visuel. Hein. Désolé pour ceux qui nous écoutent en audio, mais ceux qui ont la vidéo, vous pourrez constater qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations en images, donc c'est facile à comprendre. C'est vrai que c'est bien quand même, surtout pour un modèle de boîte, hein, faut quand même, ça aide quand même. Si on n'a pas des dessins sous les yeux, c'est quand même un peu compliqué. Donc c'est facile à comprendre grâce aux illustrations qui sont précises et faciles à comprendre. Mais alors assez rapidement, ça devient précis, technique et voilà, et ça répond à beaucoup de questions qu'on peut se poser, hein, donc sur comment fonctionne ce nouveau modèle de boîte. Et les Flexbox ont fini avec des utilisations, ça frise l'artistique, hein, il y a des trucs qu'on se dit dans quel cas en vrai je vais avoir besoin de faire un layout comme celui qui est présenté là. Bon, hein, ça va jusque, c'est vraiment fait enfin ça frise la démo technique en fait. Moi c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire voilà le potentiel de l'outil des Flexbox. Qui sont, de par mon retour, extrêmement puissantes et vraiment simples à exploiter, quoi, pour faire des layouts aussi particuliers. On a quand même assez peu de code à produire et moi j'apprécie, il faut toujours gagner du temps et ça permet de se concentrer sur sa logique métier de son application et ça c'est toujours bon. Donc voilà, c'est quand même, il y a plein d'exemples d'utilisation qui frisent la démo technique, mais au moins voilà, on peut toucher du bout du doigt le potentiel de ce nouveau modèle de boîte qui a tout avantage à être démocratisé. Donc, tu l'avais déjà vu toi ce lien, t'es dit un peu? Bah, je l'ai vu du coup quand tu l'as mis dans dans le conducteur de l'émission et ouais, effectivement il est très complet. C'est clair. Non, c'est un truc qui risque de vraiment être primordial dans notre métier sous peu, donc c'est pas mal de s'en intéresser. Ouais, il faut, quand ça sera disponible, il faut vraiment l'exploiter. Parce que vraiment, ça fait gagner du temps, quoi, faut être clair. Bah, je sais pas si c'est pas déjà disponible d'ailleurs. Bah, ça va pas être c'est peut-être pas encore ultra. Browser support, bah, tu l'as déjà dans même IE 10. IE 10, pas mal. Ouais, donc en fait, on peut déjà s'en servir, apparemment. iOS 3.2, ce qui est assez vieux. Firefox 22+. Safari 3.1 et Chrome 20. Ouais, donc c'est dispo quoi.
Ouais, bah, allez-y, ça peut être bizarre. Utilisez-le, quoi, go! Go, go, go. Ah oui, alors il y a une notion ouais, d'accord, ah oui, donc c'est avec la syntaxe du coup display que tu choisis si tu utilises le modèle de box, Flexbox ou le mode normal, ou le mode bloc, hein, finalement, c'est ce mode-là que ça compense. Et effectivement, il y a l'air d'avoir, comme c'est un peu encore en développement, il y a déjà 3 notations différentes. Il y a display blocks, box, display flex et display flexbox. Ça va être pratique ça encore pour les compatibilités de navigateur. Ouais, mais ça doit concerner surtout les Chrome et Firefox, mais du coup, comme c'est mis à jour automatiquement chez le client, Ouais, ça va plus vite. je pense, je sais pas. Intéressant. Bah, je vais regarder un petit peu, je ferai un petit état de. On regardera ça. Ouais. Top. Allez, à toi de nous parler d'HHVM sur Heroku. Eh bien, ça va être très simple, effectivement. HHVM. On vous rappelle, c'est l'interpréteur PHP de Facebook. Voilà, qui permet d'avoir un PHP qui s'exécute beaucoup plus rapidement. Parce qu'il est compilé, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est carrément ça l'idée. Mais en fait, tout simplement, il y a Heroku qui est un service d'hébergement d'applications, on va dire ça comme ça, d'applications web. Yes, carrément. Plutôt en plateforme as a service. Oui, c'est ça. Qui s'appuie sur AWS, on vous en parlera dans le dossier. Et en fait, ils ont décidé de rendre disponible HHVM pour les applications de leurs clients. Donc on peut choisir entre le PHP classique et le moteur HHVM. Ou le moteur HHVM. Donc c'est encore une preuve de plus que c'est quelque chose qui risque de s'imposer assez largement et que c'est vraiment un gros truc pour les mois qui viennent. Ah bah c'est clair que Heroku c'est quand même un gros acteur dans le domaine de l'hébergement. Hein. Il est très très populaire et très utilisé. Et donc si eux estiment que c'est intéressant de le rendre disponible aujourd'hui, c'est que c'est intéressant. Donc, surtout qu'ils disent qu'apparemment le switch entre le moteur classique de PHP et HHVM est trivial en fait. D'accord. Ils disent que la plupart du temps ça change rien, à part en termes de vitesse, ça change rien à ton application. Top. Donc voilà, à tester En plus sur Heroku on peut avoir un mode gratuit en fait. Un mode gratuit avec une instance pour tester. Pour une petite application, donc on peut aller tester assez facilement, voir ce que votre application donne. Absolument. Voilà. Donc pour les développeurs PHP, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un œil à ça. Yes. Et toi maintenant, tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler d'une petite libJS qui va vous permettre de guider vos utilisateurs à travers vos applications. Je m'explique. C'est des libs qu'on a déjà vus, hein, mais celle-là, elle est pas mal parce que, elle est sans jQuery. Alors, qu'est-ce qu'elle vous propose de faire ? La première, elle vous propose en fait de vous faire des tooltip box pour expliquer à votre utilisateur à quoi servent l'ensemble des boutons, des liens et des fonctionnalités que vous avez proposées dans votre application. Donc avec le bouton, c'est un tooltip, donc il y a un bouton next et exit, et quand tu fais next, ça passe à la fonction suivante et ça vous permet comme ça de faire un espèce de guide touristique de votre application pour les utilisateurs. Ça leur permet à eux de comprendre plus rapidement et de manière un peu plus intuitive à quoi sert votre application, ce qu'elle fait et quel service elle peut rendre. Donc ça c'est intéressant. Ce que j'aime bien dans cette librairie, il y en a pas mal, hein, mais qui s'appuie la plupart sur jQuery. Ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'elle s'appuie pas sur jQuery, qu'elle est assez simple. C'est du JS à la vanille. C'est du JS à la vanille. Et voilà, et que du coup, elle est simple à implémenter. Donc je vous invite à aller regarder cette petite librairie. Et c'est vrai qu'on le voit quand même pas assez souvent. Et je trouve que c'est une bonne manière, moi, d'expliquer. Plutôt que d'avoir un lien FAQ à côté ou une vidéo d'introduction, même si la vidéo c'est pas mal aussi, je trouve que ça complète bien, notamment dans les back-office ou des choses comme ça pour expliquer. C'est très bon pour un tutoriel, je pense. Ouais. Très bien. Bien. Qu'est-ce que tu nous proposes maintenant ? Ah, tu vas nous parler des security fixes dans Race. Ouais, je vais pas tellement en parler, je vais juste dire qu'il y a eu des security fixes. Donc pour 3.2, 4.0 et 4.1. Vous pouvez mettre à jour, il faut mettre à jour même, parce que c'est vraiment juste de la security fix, donc ça va rien casser chez vous, ça permettra juste que les autres viennent pas casser chez vous. Et ça, c'est toujours bien. Voilà. Ok, top. Oui, d'accord, donc il y a vraiment, c'est vraiment une petite release. Oui, mais elle est importante quand même niveau sécurité. Complètement. Ok, écoutez, voilà pour la section veille.
Et on passe au dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, aujourd'hui, c'est un dossier à deux voix, puisque comme à l'émission précédente, on va vous reparler des services AWS, mais j'ai, j'allais dire, eu la chance, j'ai pris le temps, parce que c'était gratuit et tout le monde pouvait y aller, donc il n'y avait rien de très, très chanceux là-dedans, mais bref, j'ai pris le temps d'aller à l'AWS Summit qui a eu lieu à Paris le 13 mai, donc à la Maison de la Mutualité à Paris, un très bel endroit d'ailleurs, je ne le connaissais pas, c'est vraiment joli. Bref, à part le petit aspect touristique de la chose, donc on a eu le droit à les keynotes sur comment les grosses entreprises françaises et internationales utilisent AWS, les services AWS, et puis donc il y avait deux choses, il y avait ce qu'ils appellent les Hanson Labs, qui étaient sponsorisés par Intel, où, bon, c'était, moi j'ai trouvé que c'était un peu décevant comme proposition. La proposition c'était, il y avait une salle pleine de PC, où on vous proposait de venir vous asseoir devant un, de choisir un cours en ligne avec des vidéos, etc., et différents tutoriels à suivre, avec dans la salle, franchement les mecs ils étaient 5. Si tu avais des problèmes pour comprendre comment faire le tutoriel, la manip qu'on te proposait de faire, bah, tu pouvais les appeler pour qu'ils te débrouillent. Bon, les gars ils étaient ultra sollicités, donc il n'y avait pas de place pour eux. Enfin, vraiment on attendait quand on était bloqué, donc c'était un peu dommage. Et puis franchement c'était un peu triste de se poser derrière une machine pour suivre des tutoriels qui d'ailleurs sont disponibles en ligne. Hein. Donc moi j'ai trouvé l'intérêt. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir un mec à côté de soi. Les ateliers étaient thématisés, hein, ça allait et classé par niveau, donc ça allait des séries d'introduction au basique jusqu'à aller de plus en plus loin. Donc moi je me suis assis, j'ai fait j'ai commencé à faire un tuto. Quand j'ai été bloqué, j'ai voulu poser la question à un gars, j'ai attendu 20 minutes, au bout de 20 minutes je me suis levé, je me suis barré, je trouvais ça énervant. Non mais c'était dommage, il n'y avait pas assez de mecs. Le vrai intérêt de ce truc là c'était qu'il y avait des mecs de dispo pour t'aider, et ils étaient jamais dispo quoi, donc c'était un peu frustrant. Mais bon là, on vous mettra les liens pour pouvoir suivre ces petites formations en ligne. C'est sur Quick Labs. Ouais, c'est tout à fait. Elles sont bien faites. Ouais, elles sont bien faites, mais bon, tu vois, la promesse là, c'était de dire il y a des mecs pour t'aider, et les mecs sont jamais dispo. C'était quand même énervant. Donc ça durait toute la journée. Donc ça c'était cool. Après le matin, voilà, il y avait la keynote comme d'habitude sur un petit peu avec le CTO d'Amazon, d'AWS, qui était venu présenter un peu les services et comment les grandes entreprises françaises le faisaient. Alors, allez, on va se troller un petit coup. Franchement, quand les entreprises françaises, on avait donc Dassault Systèmes qui est venu présenter, un mec d'Alcatel-Lucent et un mec d'Aldebaran Robotique. Franchement, le mec d'Aldebaran Robotique, c'était cool, c'était un jeune, franchement, c'était un peu fun. Aldebaran Robotique, vous regarderez, c'est des mecs qui font des petits robots en fait qui sont là pour aider les personnes âgées ou aider les enfants dans l'autisme, etc. Ça c'était fun, c'était un techos qui parlait au techos, c'était assez agréable. Bah, je dois dire que la prestation de la fille de Dassault et du mec d'Alcatel-Lucent, on n'était pas fiers d'être français quoi. Franchement après ils ont fait technologiquement, ils ont fait des choses absolument épatantes, hein. C'est pas le sujet hein, mais quand le mec d'Amazon venaient causer entre leurs interventions, ça avait une autre gueule quoi. C'était quand même vraiment plus péchu et tout. Ouais. Ça c'était un peu tristoun, mais au-delà de ça, c'était intéressant de voir ce qu'ils faisaient. Et voilà. Alors moi j'ai rencontré, il y avait pas mal d'entreprises qui gravitent autour de l'écosystème d'Amazon, donc pas mal d'entreprises de conseil, de support ou des services qui sont construits au-dessus d'Amazon. Moi je suis allé leur poser une question. Parce que à chaque fois que les mecs te présentent les services d'Amazon, ils te disent ouais c'est génial, si tu as besoin de 200 serveurs, tu fais 3 clics et tu en as 200. Ok, très bien. Sauf que quand tu en as besoin que d'un et que limite 1 c'est trop pour toi, parce qu'il y a quand même un paquet des clients qui ont ces situations-là en mode ok, moi j'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin de 1. Est-ce que pour moi il y a des solutions pour être hébergé chez Amazon et donc bénéficier quand même d'avoir de la redondance d'Amazon, de la sécurité d'Amazon, il y a quand même pas mal d'intérêt à travailler là-dessus. Quand tu leur poses la question, donc j'ai été voir les mecs d'Amazon, je dis voilà, moi j'ai 9 fois sur 10 un petit serveur dédié, voire un mutualisé, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin de plus en termes de performance. Est-ce que vous avez des offres un petit peu dédiées à ces
c'est les personnes qui ont des petits besoins. La réponse a été courte et tient en 3 lettres, c'est non. Voilà, ils n'ont pas d'offre là-dessus, c'est pas leur cœur de cible. Donc du coup, perdez pas de temps en fait si vous avez des petits besoins en hébergement, ce qui est mon cas sur un certain nombre de mes clients. Allez pas sur Amazon, en fait, c'est vraiment pas pour vous. Vous allez perdre beaucoup de temps en efforts d'installation et de paramétrage. C'est pas pour vous. C'est plutôt pour les gros en fait. Faut être clair. Ah bah oui, clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il y avait pas mal de sessions l'après-midi sur débuter sur AWS, comprendre des enjeux du cloud, deep dive architecture et être partenaire avec AWS. Moi, j'en ai suivi 2. Les 4 étaient en même temps. Moi, j'ai fait le début de la première et je suis passé sur une autre salle après pour voir. Bon, c'était quand même pub Amazon, plein pot. C'était intéressant, mais assez haut niveau, c'est-à-dire qu'on rentrait pas vraiment dans les détails. J'étais bon. Moi, j'ai fait deep dive architecture et débuté avec Amazon, donc un truc vraiment pour les débutants et un truc un peu plus pour les mecs un peu fins, enfin, qui ont l'habitude, tu vois. Et les deux étaient pas ultra techniques. Bon, voilà. Basiquement, moi, j'ai un retour un peu déçu de cet Amazon Web Services Summit de Paris, mais bon, j'ai rencontré des gens plutôt sympas quand même. J'ai passé un bon moment, même si les contenus proposés par Amazon étaient quand même clairement promotionnels pour leur service. Voilà ce que je peux vous en dire. Si vous n'y étiez pas, vous n'avez rien perdu. Ok, très bien. Ben merci. En tout cas, on sait que l'année prochaine, on n'ira pas comme ça. Non mais si vous avez du business à faire avec les partenaires d'Amazon, il faut y aller, ils y sont quoi. Mais si vous êtes là pour découvrir les services, clairement moi qui voulais même la track dédiée à ça, genre débuter avec Amazon, il n'y a jamais eu, enfin le mec pendant tout le truc, il n'a pas ouvert la console d'Amazon pour nous dire bon bah alors en vrai voilà comment on fait quoi. C'est vraiment, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, en gros tout ce qu'on lit déjà sur la page de promotion sur le site d'Amazon, il nous faisait qu'une redite de ça, c'était vraiment, enfin c'était dommage quoi, de pas aller plus loin alors que le mec nous on s'était déplacé et tout. Après, voilà mon retour. Après, peut-être que en France, on n'est pas encore très habitué, on ne connaît pas encore tellement ce genre de solutions, et donc ils sont plutôt là pour expliquer un peu aux décideurs ou aux CTO ou alors, aux CEO peut-être. Hein, pourquoi c'est bien d'aller chez eux. Voilà, ouais. Je sais pas. Alors clairement, moi c'est vrai que les gens que j'ai rencontrés dans les gens qui assistaient aux conférences, c'est quand même un bon vernis technique dans le tas. Alors peut-être que j'ai sélectionné et tout, mais il y a quand même pas mal de directeurs techniques d'agences, de développeurs, de startups qui sont là en train de dire mon infra comment je vais faire. Enfin, il y avait beaucoup de questions technologiques en fait sur est-ce que ça supporte tel truc. Enfin, c'était quand même voilà. Moi j'avais le sentiment que c'était quand même un parterre assez technique. Donc je pense que c'est le sentiment que j'en ai eu. Ok. Bon, voilà pour le retour sur Amazon, sur AWS Summit de Paris. Je vous propose que Teddy continue à vous faire sa petite présentation des services Amazon. Et on va commencer par Route 53, qui est le service de DNS. Alors, non, tu voulais pas commencer par Route 53 non, mais en fait, voilà, c'est 53, c'est le DNS de chez AWS, c'est tout. En fait, ce qui est pratique, c'est que du coup, ça se plug bien avec tous les autres services qu'il y a derrière. D'accord. Et vu que tout doit être très comment dire, adaptable finalement, sur t'as tes instances qui sont pas forcément lancées pour toute ta vie, etc. Donc c'est bien de continuer avec. Puis d'une manière générale, c'est bien d'avoir toute ton infra chez le même fournisseur quand tu t'embêtes moins avec des consoles différentes, etc. D'accord. Voilà. Ouais. Donc là, le principe, c'est toujours pareil, hein, c'est que tu payes suivant ce que tu utilises. Moi, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus, simplement que effectivement, tu peux avoir tout chez Il y a même un service de DNS chez Amazon. C'est ça. Voilà. C'est toujours cool. Non, par contre, ce qui est plus intéressant après ça, donc la semaine dernière, j'ai parlé beaucoup de C2. EC2. Ouais. Donc le C2, petit rappel, c'est pour faire simple, hein, c'est un serveur virtuel chez AWS. Carrément, ouais. Voilà, donc tu choisis la taille de ton c'est la partie CPU RAM de ton infrastructure en fait. Et après, là, je voudrais vous parler de l'autre partie qui est très importante, qui est aussi très classique dans l'hébergement, c'est la partie un peu stockage. Ouais. Donc le stockage chez AWS, c'est principalement, on va dire, c'est S3.
Oui, Donc c'est Simple Storage Service, il me semble. absolument. Storage Service. Et bah voilà, en fait, tout simplement, c'est du stockage. Donc on peut avoir 100 gigas comme on peut avoir 100 pétaoctets. Je sais pas si on dit pareil en français d'ailleurs. Je crois qu'on dit pétaoctet. Ouais. Voilà, donc on peut avoir tout ce qu'on veut. Par exemple, il y a Netflix qui fait de la VOD. Ouais. Ils sont chez AWS, donc Netflix, c'est de la vidéo HD par centaines de milliers. Donc, ouais, y a pas, Ou y a pas de WeTransfer, souci. qui est un truc qui est connu aussi. Hmm. WeTransfer WeTransfer, aussi. ouais, ouais. Enfin, là, c'est les exemples. Mais alors, Ah, du coup, bah oui, effectivement. comment tu t'en sers ça? Donc, tu crées ton Bah, instance. Non, en Dedans, fait, c'est pas comme ça. Là, non, c'est c'est pas une plutôt instance. ils appellent ça des buckets. D'accord. Donc, Et donc, tu crées un certain nombre de buckets en c'est fonction de ce ça. que tu as besoin. Et du coup, après, tu as une URL pour ça. Et D'accord. après, c'est à ton application d'aller stocker les images de tes utilisateurs, les vidéos, ou peu importe quelle donnée, d'aller les stocker sur le bucket. Et comment tu fais? C'est Bah, quoi ça? tu passes par C'est une API en fait. Ouais, D'accord. Donc, ça te met à dispo une API C'est ça. dans laquelle tu vas pousser tes données c'est ça. via l'API. Donc, Voilà, c'est pas, plutôt que ça de les simule stocker pas en un file local. system en fait. C'est pas du tout ça que ça fait. C'est vraiment une API. C'est comme ça pourrait, comme un peu l'API YouTube permet de foutre en ligne des vidéos. C'est un peu le même genre d'idée. Bah non, là, tu te retrouves finalement avec quand même un file system. Tu peux quand même avoir les dossiers que tu veux, etc. Et puis, D'accord. Ouais, mais après, c'est à toi l'accès, de- c'est pas, tu peux pas accéder à des répertoires, enfin des CD dedans, lister les répertoires si, et bien tout, sûr. mais via les API uniquement. Ouais. D'accord, ok. C'est ça. Donc voilà, donc ça marche finalement, ça marche un peu pareil qu'un file system en local. Sauf D'accord. que là, c'est chez S3 et que virtuellement, on n'a pas de limite de stockage en fait. Bien sûr. Donc le principe, toujours pareil, on paye à l'utilisation. Je sais plus quels sont les tarifs, on va regarder rapidement, mais enfin, sur pareil, c'est vraiment pas excessif au niveau des prix. Bah là, je les trouve pas comme par hasard les prix. Si, c'est ça, non? Ah si, c'est ça. Voilà, donc on paye au transfert. Par exemple, là, les 10 premiers téraoctets, c'est 12 centimes le gigaoctet de transfert. Donc c'est pas excessif. Et après, on paye aussi par rapport à ce qu'on consomme, enfin par rapport Ah, l'espace au disque qu'on total, consomme, voilà. bien sûr. Donc les avantages, c'est ça, c'est assez rapide. Ça se plug très bien avec CloudFront, on va en parler un petit peu après. Ouais. Et bah, après, c'est sécurisé dans le sens où c'est C'est redondant. etc. On peut faire des snapshots, les stocker dans une autre zone de Ah oui, chez d'accord. AWS, etc. Ouais, Donc, c'est l'intérêt, c'est que du coup, ça permet voilà, Oui, de voilà, déplacer tes données un c'est peu. super simple à gérer et presque peu importe la taille de ton bucket en fait. D'accord. Voilà. Donc très bien à utiliser et surtout S3 c'est ultra répandu. Donc moi le cadre d'utilisation que je connais c'est avec Rails Ouais. et les gemmes tu sais, de upload d'images pour les utilisateurs ça et la plupart du temps c'était l'option de soit le file system classique soit l'option S3 directement intégrée. D'accord. Donc T'as juste tu à fous lui tes- donner tes tu fous tes credentials, credentials, et voilà, et puis ça envoie dans Ouais. S3 automatiquement. très simple et à utiliser et pas très cher. pas très cher. Et performant surtout. Ouais, Non Si. c'est pas le but quoi. Si t'as vraiment besoin de performance, tu ne pas forcément là-dessus. D'accord. Ouais. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas spécialement performant quoi. Ok. Mais c'est très bien quand même. Moi, je veux dire, il y a pas pour vraiment avoir la performance dont tu parles, il faut aller plutôt sur CloudFront, Ouais. qui est lié, Du en coup, fait. il est lié à S3, donc on en Effectivement. parlera juste après. Euh, Est-ce que tu nous parles des autre grands froids système- du glacier? Non, d'abord je Non parle de EBS. Ah, EBS, Elastic Bookstore, je crois. Elastic Block Blockstore. Storage, je pense. Il va nous le dire. Ouais, c'est ça. Elastic Block Store. Là, c'est ce qui est, entre guillemets, ce qui se rapprocherait le Blockstore. plus de ton file system en local sur ton D'accord. serveur. Donc, là, c'est plus petit qu'un bucket S3, mais c'est comme si tu avais un disque dur en USB que tu allais brancher sur les instances que tu as lancées dans EC2 à ce moment-là. Donc, tu D'accord. peux avoir une instance EC2 auquel tu vas attribuer un EBS, et dès que l'instance sera terminée, si tu as configuré comme il faut AWS, on le verra dans le prochain numéro, et ton EBS, lui, il va rester avec les données que tu avais dedans, donc c'est-à-dire ton image Linux, peu importe, ta base de données ou quoi que ce soit. Ouais, Et tu pourras dire, tes tiens, images si tu as voulu les poser Ouais, dedans, voilà, des c'est choses ça. comme ça. Ouais. Et du coup, tu pourras dire, si cette instance-là, peu importe la raison, elle est créée par toi ou par Amazon, parce qu'il y a un truc qui ne marchait plus, et qu'il en a lancé une autre, et ben, du coup, tu pourras plugger l'EBS sur la nouvelle,
Et Donc, tu te retrouveras avec, avec, presque le même système qu'avant, presque parce que t'as pas l'autre elle a été kill, donc tu sais pas à quel moment elle a été kill. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc là, du coup, ça, c'est vraiment. Ouais, là, du coup, ça te montre vraiment un file system Ouais, c'est ça. classique, là, pour le Ouais. coup. Alors, ce qu'il Pas faut... d'API. Si, il y a des API quand même. Non, du coup, c'est vraiment. C'est vraiment file system, quoi. Ouais. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est flexible dans le sens où on peut le plugger sur n'importe quelle instance, on s'imagine bien que c'est pas le disque dur qui est branché je sais plus, en SATA ou des trucs comme ça. C'est toujours ça le terme aujourd'hui. Et, IDE avant, je sais plus trop habitué à ça. Enfin, peu importe, c'est pas branché avec un fil C'est pas vraiment câblé. dans le serveur, quoi. Donc J'imaginais bien qu'il n'y a pas un petit mec chez Amazon qui voilà, qui dérange va les trucs démonter en temps le disque réel. dur et le mettre dans C'est la pas ça dans la l'idée. nouvelle Non, paix. Non, là c'est du network file system. Ouais. C'est-à-dire que c'est un accès disque en réseau et donc forcément ça peut être un peu les lent. performances elles sont pas. C'est pas que ça peut être un peu lent, c'est que il y a un moment ça peut être suffisamment rapide, mais il suffit que 10 minutes après quand tu regardes plus, il y a un mec qui fasse énormément d'écriture, d'IO. Il va prendre toute la bande passante ou une bonne partie. Toi, du coup, tu n'auras plus que les miettes. Donc, niveau perf, c'est pas une bonne chose parce que c'est pas consistant. Voilà, c'est le thème que je cherchais. Ça peut être très bon comme ça peut être très Ce qui mauvais. n'est pas le cas d'S3 du coup, en fait. C'est ça que tu es en train de Bah dire. non, S3 du coup c'est séparé, donc c'est pas du tout. D'accord. Ça marche pas du tout de la même façon. Donc c'est pas, c'est bien si tu veux pour mettre ton. De toute façon, tu n'as pas tellement le choix, mais tu mets ton Linux dessus, tu fous ton application. Mais c'est pas ça qu'il faut utiliser pour faire beaucoup d'IO si ton application en a besoin. D'accord. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Sachant que maintenant, depuis quelques temps, AWS il te propose des instances EC2 avec un disque dur vraiment plugué. Oui, dessus. il y Et en parfois a, même du SSD. Tout à fait. Donc, voilà, il faut mieux privilégier C'est pas les moins ça. chères, hein, celles-là, hein, mais elles existent. Ouais, mais en fait, Mais le EBS, problème, c'est que du coup, si tu les kills, les trucs que tu as posés, tu vois, le problème, c'est que les données que tu poses sur ton disque, elles vont dégager. Enfin, dès que l'instance est killée, elle dégage avec, quoi. C'est le danger. Donc, faut pas, voilà. Non, c'est mais pas un stockage persistant c'est du toujours tout. pareil, c'est que ça sert ça te sert pour ton TMP, tes fichiers temporaires, un truc Yes. comme ça. Quoi. Absolument. Voilà, pour te faire un index en local, tu peux t'en servir pour ça, etc. Du coup, ça permet vraiment d'être plus fin dans la manière où tu utilises l'infrastructure. Voilà, donc EBS, moi j'ai l'impression que ça commence à être abandonné. Ah, d'accord. Ouais, parce que t'as plus vraiment d'intérêt là-dessus, à part pour monter ton AMI dessus. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ok. Alors ensuite, effectivement, il y a Glacier, qui lui est assez récent, assez nouveau. Il est en train de m'ouvrir ton ordinateur là. Bon, tant pis. Ouais, Glacier, c'est un peu comme S3, c'est-à-dire c'est un service qui te permet de stocker les données que tu veux. Mais là, le principe de Glacier, c'est de dire, alors le stockage, il te coûte beaucoup moins cher que sur S3, Ouais. mais en échange, on va te demander de payer beaucoup plus cher quand tu veux accéder à tes données. Alors, moi, je t'avouerais que je sais pas trop comment ça marche derrière. Je me suis dit que peut-être que c'était ultra zippé, ultra compressé. Ah, Et que oui. du coup, effectivement, les données, elles sont compliquées à accéder parce que ça demande beaucoup d'unités, Ouais, beaucoup pour de ressourcer, calculs. pour décompresser à chaque fois. C'est le principe de Glacier, donc ça c'est bien, par exemple, pour faire Pour faire tes de l'archivage de backups, log, c'est ce qu'il disait. Il ouais. disait, ouais, archiver tout dans Glacier, ça vous coûte tellement rien. Balance, faites produire votre app du log à bloc et balancez tout dans C'est Glacier ça. quand vous n'en savez rien. Quand vous n'en savez pas, de toute Ouais. façon, ça vous coûte rien à stocker. Rien. Ouais, non, C'est eux qui le vraiment- disent, hein, c'est les vendeurs qui vous c'est- disent que ça coûte Non, rien. mais enfin, ils sont très transparents sur les tarifs, Oui, on peut bien tout sûr. voir sur leur site. Mais voilà, le stockage, il est vraiment beaucoup moins cher. Et par contre, c'est l'accès qui est plus cher. Voilà. Enfin, je trouvais ça intéressant. Encore une fois, ça te permet, toi, d'être très fin sur comment tu utilises l'infrastructure d'AWS pour Ouais, répondre parce à que tes voilà, besoins. faut à toi. pas utiliser S3 pour faire de l'archivage parce que du coup, ça va te coûter. Tu peux. Tu peux, Faut mais ça pareil, risque de te mais coûter. voilà, c'est pas la meilleure chose à faire. Ok. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. La dernière chose que je voulais aborder C'était pour CloudFront. cet épisode, c'est CloudFront. Et alors là, CloudFront, c'est très simple, c'est un CDN, tout simplement. Ouais, ça va être compliqué à comprendre. Donc c'est toujours pareil, tu profites
de l'infrastructure d'AWS à travers le monde. Ils en ont beaucoup, eux. Tu vois, il y a même, je crois qu'ils ont un CDN à Paris et enfin, ils ont un point à Paris, ils ont un point à Marseille. Il me semble, alors je sais plus, on pourrait aller voir ça. Mais en tout cas, c'est assez. Ouais. Mais en tout cas, c'est assez fin en fait. Et vraiment, à travers le monde entier, on peut avoir des CloudFront. Et c'est toujours pareil, c'est ultra plugué avec tous les autres services et tu peux gérer tout par API. D'accord. Et tu utilises toujours. Et typiquement, ça s'intègre assez facilement avec S3, c'est ça un peu sa force ça. Aussi. Ouais, tu vois, voilà, pour l'Europe par exemple, ce qui nous intéresse, tu as Marseille, tu as Paris, tu en as 2 à Paris. Et tu vois, ça commence à être assez fin quand même, tu n'as pas beaucoup de services qui te proposent quelque chose aussi fin que ça. Yep. Et là, par contre, niveau perf, ça dépote. Ça dépote. Ouais, parce que c'est fait pour, monsieur. C'est ça. Et ça, on aime bien quand ça dépote chez la Developer. Bah voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Et la semaine prochaine, je vous parlerai un peu de base de données, parce qu'ils ont pas mal de choses intéressantes. Et aussi un peu des services applicatifs, comme ils appellent ça, qui ont des choses intéressantes aussi. Et qui, encore une fois, permettent d'être très fins sur l'utilisation qu'on fait d'AWS. Yep. Eh ben merci Teddy pour cette deuxième session de présentation des services AWS. Eh bien écoute, ça conclura le dossier et je te propose qu'on passe à la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, je vous propose de... Non, en fait, c'est pas moi qui vous propose, c'est Teddy qui vous propose de parler de rpair.com qui va vous permettre de faire du pair programming avec les plus grands experts du web mondial. Qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être pas jusque-là, mais il y a des gens qui ont l'air de s'y connaître. Pas mal. Alors, déjà, comment j'en ai entendu parler de ce truc-là ? C'est une pub que j'ai vue sur quel site. Mais ça m'a attiré l'œil. Le principe, donc ils font plusieurs choses. Ils font du rpair.com, ils font du code review, du training, problem solving. Mais ce qui m'avait intéressé surtout, c'était la partie pair programming. Alors, j'avais pas pensé, mais il faut peut-être qu'on explique ce que c'est que le pair programming pour ceux qui ne savent pas. Alors, en fait, c'est très simple. Ça vient de l'extreme programming. Oui. Qui impose, non, peut-être pas quand même, mais qui propose plusieurs principes. Et notamment, un d'entre eux, c'est le pair programming, et qui voudrait que... Un développeur tape une lettre sur 2. Non, c'est pas ça. Ah merde. Non, c'est qu'il y en a un qui fasse la main gauche et l'autre qui fasse la main droite. Ah d'accord, c'est vachement bien. Non, c'est pas ça. C'est que, pour schématiser, c'est pour ça que ça n'a jamais pris en France, c'est qu'un ordinateur, il y a 2 développeurs devant. Donc là, tout de suite, le chef au-dessus de nous, il va dire attends, tu parles de la productivité, t'es malade. T'es fou. Mais en fait, ça divise pas par 2. Parce que t'en as un qui va coder et l'autre qui va avoir l'autre développeur à côté, il va avoir une vue plus d'ensemble, faire de la relecture, plus pouvoir relire ce qu'il écrit directement. Voilà. Donc, moi, pour l'avoir fait déjà, je trouve ça vachement bien. Et de toute façon, c'est un truc qu'on fait déjà un petit peu, parce que même si on est chacun devant son ordi, il y en a un qui, au bout d'un moment, il va être bloqué sur un problème, il va passer 20 minutes dessus, et au bout d'un moment, on va l'entendre pleurer. Et donc là, si t'es sympa, tu vas aller voir, tu vas te mettre avec lui, et tu vas dire, bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je pense que ça arrive à tout le monde déjà. On arrive et puis on arrive avec un œil nouveau et on résout tout de suite le problème. C'est clair, on dit et là, t'as vu, machin, voilà. Donc le pair programming, c'est ça. C'est l'idée de se mettre à 2 sur un problème. C'est ça, l'idée. Et du coup, c'est de le faire tout le temps, en fait, en permanence. C'est pas d'attendre que tu sois juste bloqué pour appeler un collègue à l'aide. C'est de dire, voilà, je fais en permanence, mon code est lu par celui qui l'écrit et celui qui l'a pas écrit. Ça permet d'avoir une vision. Ça fait du code de meilleure qualité, globalement. Ça, c'est à peu près évident. Clairement, parce que non, vraiment, moi je trouve ça vraiment bien. Et là, le principe de rpair, c'est qu'ils vont vous proposer de faire du pair programming avec un type dans la techno sur laquelle vous travaillez en ce moment, mais qui est un type qui est vraiment bon. Et généralement, c'est... un type, je parle d'une personne, en fait. Oui. D'accord. Ah, c'était pas... Non, c'était pour être sûr. Oui, c'était pas un type de données. Oui, ça me paraissait bien de préciser. Avec une personne en chair et en os, mais qui est généralement quelqu'un de reconnu dans son domaine, et très souvent, c'est des auteurs de bouquins. Donc voilà, quelqu'un qui écrit un bouquin sur une techno, c'est quand même, généralement, il sait bien... connaît pas mal son sujet. Et alors moi, j'ai regardé un peu leurs experts, et dans les domaines que je connais, et par exemple pour Rails,
Effectivement, c'est un mec qui est bon là-dedans. C'est un mec qui est bon, quoi. Ruby, voilà. Bon, quand est-ce qu'on te voit, quand est-ce que tu crées tu t'inscris dans RPR pour qu'on puisse aller voir Teddy et qu'il nous résolve des problèmes et faire du pair programming avec lui parce que les tarifs, faut quand même aller les voir. Je sais pas si tu as pu les voir. Par exemple, celui-là dont tu parles, comment il s'appelle? Edouard. Non, là c'est pas juste le pair programming. Ah non, c'est le mec qui code. Parce que du coup, évidemment, ça coûte un peu de sous, hein, et personne qui ouais, mais c'était pas cher. Le but de ça, c'est pas de l'avoir en permanence avec toi. De toute façon, il va pas venir chez toi. Non, parce que tu payes à l'heure, hein, si je dis pas de bêtises. Le but, moi, je pense que là où c'est intéressant, c'est t'es sur un problème, une problématique que tu dis, ouais, je l'ai résolu, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais tu sais pas trop comment. Le but, c'est de faire appel à eux et que le mec il vienne pendant 1 heure, 2 heures, vous partagez votre écran et puis vous faites un peu de pair programming. Troubleshooting in Android, parce que nous, voilà, on a souvent des problèmes, non, pas du tout avec Android. Et donc là, on peut aller voir un mec qui s'appelle. Là, on est déjà sur le mec ou il y en a plusieurs? Non, il n'y en a qu'un seul. Un mec qui s'appelle Scott Krieger. Je sais pas qui est ce gars-là, mais il doit être bon. Et pour $60 de l'heure, il peut vous résoudre n'importe quel problème de débutant. Bon. Et alors, si vous voulez, en anglais dans le texte, Leverage Industries Leaders, je suis pas bien sûr de comprendre ce qu'ils sont en train de vouloir nous proposer là, mais là, clairement, si tu veux les meilleurs des meilleurs contributeurs sur la techno, c'est clair. Des trucs comme ça. Et là, tu peux monter à $300 de l'heure. Mais j'ai l'impression qu'en fait, d'après ce que je comprends, parce qu'en fait, ça c'est exactement les mêmes prix pour tout le monde en fait. Donc je pense que les mecs, ils sont classés selon leur niveau. Ouais. Et du coup, genre même si toi t'as envie de t'inscrire, tu pourrais être juste dans le premier niveau là, à $60 de l'heure. Je pense que t'as une sélection quand même. On peut apply to be an expert. Voilà. Moi, ça m'intéresse. Oui, Ah oui, d'accord, c'est un mail. Non, mais voilà, c'est effectivement. Attends, quand tu fais apply to be an expert, il t'envoie vraiment sur un service de login. Bah attends, on va se connecter avec mon compte. Moi, je apply to be an expert. Il n'y a aucune raison que je sois pas un expert, moi aussi. Hop, vas-y. Non, bah j'ai confiance. Allez, amis de la performance, bonjour. Ils doivent pas être sur S3, ceux-là. C'est peut-être ton MacBook qui est en train de mourir aussi. Ça, c'est vrai. Il est trop vieux. Ben non, il est pas vieux. Impossible. Je sais pas pourquoi il est là. Bon, bah voilà. Ah, et voilà, il te demande de montrer ton GitHub, il te demande ton Stack Overflow, etc. Ou ton d'accord. Et après, ton Bitbucket. Ouais, donc faut quand même faut quand même montrer un peu. Et après, je vais être. Après, le profil, il va être reviewé. Ouais. Et puis peut-être que j'aurai de la chance d'être un expert. Et puis après, de toute façon, tu choisis la personne avec qui tu veux faire ta session de pair programming. Mais voilà, donc je voulais en parler, c'est un truc qui peut être intéressant pour notamment dans les agences, je pense que ça peut être pas mal. Bah ouais, quand on démarre si on démarre sur une nouvelle techno, qu'on a un client qui a imposé sa techno et qu'on n'est pas sûr de soi, on peut très clairement démarrer en se formant un peu avec les tutoriaux qu'on trouve sur le net, en lisant la doc, tout ça. Et quand on arrive sur des problèmes un peu plus touchy, eh bien, on peut écrire sa solution et puis la faire soit passer en pair programming pour l'améliorer, soit demander un code review, soit voilà, faire appel à un expert directement, parce que tu peux très bien faire appel à eux sous forme de freelance classique en fait. Yes. Ils le font aussi. Ouais, ça voilà. Bon, du coup, ça fait un peu dossier pub pour RP. Grave. mais sachez que si vous voulez que Teddy vienne vous débugger votre code, il est disponible et il peut vous faire ça très bien. Peut-être, je sais pas. Bon, voilà, je trouvais l'idée intéressante et c'est un peu une nouvelle façon de consommer, c'est cool de consommer du développeur ou du service. Non, c'est top. Ouais. Donc ça va du beginner jusqu'à best practices, expert, world class leader et industry leaders. Ouais. Alors après, là pour le coup c'est en anglais et je sais pas si c'est disponible en fait en France ce système. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Je pense que si on peut très bien l'avoir en France. Hein. Ouais, mais donc du coup faut quand même
pour pouvoir participer faut être en tant anglophone. qu'expert, il faut quand même avoir. C'est quand même des bonnes stars, quoi, parce que pour convaincre le mec avec ton GitHub, faut y aller, quoi. Faut commencer à avoir un peu de contenu, quoi. Ok, non mais c'est cool, moi j'aime bien aussi l'idée, je sais pas si je serai client. Non, mais c'est pas pour tout le temps, mais je pense pour certains points qui te bloquent depuis des semaines ou des choses comme ça peut être intéressant. C'est clair. C'est vrai qu'en plus, ce genre de choses, les mecs qui peuvent killer ça en une heure, ça peut c'est clair. Ça te coûte 100 ou 200 $. Et puis toi, ça te permet de te former en plus par-dessus. Yes, c'est top. Bon, merci Teddy. S'il enregistre encore. Ouais, il enregistre encore. Ouais. Parce que eh bien, écoute, merci Teddy. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on parle d'un truc que j'ai appelé pompeusement la table de compatibilité d'ECMAScript 6. Alors c'est très simple. Joli. Ouais, moi c'est souvent que je vous propose des trucs un peu moches comme ça. Bon, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet d'avoir. Ça vous permet, amis de la vidéo, regardez voir un peu ce que je vous présente là. Les autres, je vais vous le décrire. Ça vous liste en fait l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans ECMAScript 6. Vous avez la même pour ECMAScript 5, donc qui sont les fonctionnalités du retrieve. Donc on a les fonctions, les arrow functions, les constantes, les let, les paramètres par défaut dans les fonctions, bref, je vous en passe, c'est les meilleurs, les for each, les maps, etc., les proxys. Et ça vous permet de savoir, en fonction du navigateur, si cette fonctionnalité est disponible ou pas, avec d'ailleurs un petit exemple de code là, sur comment l'utiliser pour que vous compreniez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Parce que si vous me dites, je sais pas, les spread array operator, peut-être que vous savez très bien ce que c'est, mais vous ne savez juste pas que ça s'appelle comme ça. Donc au moins vous avez un petit exemple de code pour comprendre ce que ça veut dire. Je sais pas ce que c'est et je sais toujours pas avec l'exemple. J'irai voir après, tiens. C'est ça. Donc du coup, voilà, bon, évidemment, ça vous fait une grosse table de vérité un petit peu. Hein? C'est une grosse table de yes et no. C'est ça qui vous dit un peu si pour, par exemple, Firefox 30, la fonctionnalité des spread array opérateurs est disponible. La réponse, c'est oui. Moi, ce que je constate, c'est que, en fait, il y a quand même pas mal de no dans cette table. Il y en a même plus que des oui, il me semble. Alors, après, je ne te laisserai pas terminer. Mais il y a quand même pas mal de navigateurs qui sont vieux. Donc après, là où il faut regarder, c'est plutôt la colonne Current Browser, qui là pour le coup... Du coup, je t'interromps, mais je trouve ça vachement bien la colonne Current Browser. Ouais. Parce qu'à l'étude, t'as toujours plein de trucs, c'est pas... Ouais, alors il parle de IE6, mais je crois que IE6, c'est plus personne qui l'utilise, etc. Et là, c'est Current Browser, tu vois tout de suite lesquels tu peux utiliser ou pas. Je trouve ça vraiment très bien. Absolument. Donc, et là, clairement, dans Current Browser, on est plus... Moi, je dirais qu'il y a 3/4 de yes. Peut-être un peu moins, même 2/3. Il y a quand même plus de yes que de no. Mais il y a quand même un paquet de no encore de disponibles, de présent. Donc voilà. C'est tout récent quand même, avec ECMAScript 6. Alors, par exemple, on pourrait faire la même chose avec ECMAScript 5, parce que du coup, il y a la chose qui est disponible. Et là, alors là, pour le coup, tout est vert. En tout cas, sur les current browser, ECMAScript 5, nous pouvons l'annoncer aujourd'hui. Enfin, en tout cas. Ouais, mais je trouve pas. Enfin, tu vois, on en parle souvent quand même de ce genre de ressources. Ouais, c'est clair. Pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser sur les navigateurs actuels. Yes. Et je trouve qu'à chaque fois, on arrive toujours. Tu vois, avec ECMAScript 5, on arrive sur une page, on voit plein de noms, on se dit ah bah non, j'utilise pas parce qu'il y a écrit des noms. En fait, c'est des vieilles. Alors que voilà, t'as IE7, IE8, on s'en fout aujourd'hui. Donc je trouve ça vachement bien la colonne current browser. Yes. Voilà un petit peu, gardez ça sous le coude si jamais vous posez des questions, si vous pouvez utiliser des fonctions qui vous paraissent intéressantes dans ECMAScript 6, ça vous permettra... c'est un bon complément du site kenaiuse.com, qui est plutôt axé sur les fonctionnalités d'HTML5, et là c'est plutôt axé ECMAScript 6, les deux se complètent, donc je vous propose qu'on conclue là la toolbox et qu'on enchaîne sur la zone 404. En avant dans la zone 404. Et dans la zone 404, je vous propose de vous parler des, attention en anglais dans le texte, les schemaless URL dans YouTube.
Faut que tu expliques ce que c'est Schemales. Bon, Schemales URL, c'est très simple. C'est les URL qui commencent par //. C'est pas simple à prononcer. C'est, vous savez, c'est celles qui commencent pas par HTTP 2 points. Vous voyez, par exemple, amis de la vidéo, bonjour. Si on va, par exemple, sur la chaîne YouTube de la Debug Room, qu'on clique sur une vidéo au hasard, on va couper le lancement, hop, qu'on va sur partager, et qu'on veut intégrer un code iframe dedans, on se rend compte que dans l'attribut src, les URL, elles commencent par // www.youtube.com. Il n'y a pas http 2.1 ou https 2. Ou même autre chose s'ils avaient envie d'utiliser un autre protocole, le FTP par exemple. Bon, l'intérêt de ça, pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que du coup, si tu intègres ce code-là dans une page qui est en HTTP ou en HTTPS, le code c'est le même, puisque l'intérêt des Schemales URL, donc le Schemales c'est parce que justement le HTTPS ou HTTP 2 devant, c'est ce qu'on appelle le schéma, c'est le protocole qui va être utilisé pour communiquer, donc soit HTTP, HTTPS, FTP et autres. Donc il n'y en a pas dans ces URL là, parce que ça s'adapte au protocole qui est utilisé. Donc si je suis dans une page qui est en HTTPS, la vidéo va se charger en HTTPS. Si je suis dans une page qui est en HTTP, elle va se charger en HTTP, sans avoir à faire des ifs à 2 balles pour faire ce truc-là. Ça nous permet, par exemple, de ne pas avoir des alertes de sécurité dans ton navigateur quand tu es sur une page en HTTPS et que tu charges une vidéo YouTube qui, elle, est en HTTP. Effectivement, ça pourrait créer des messages qui pouvaient faire peur à des utilisateurs qui ne sont pas éthicos, alors qu'en fait, il n'y avait rien de... Carrément. Donc du coup, ça, il n'y avait rien d'enjeu, mais bon, ça permet de... C'est des infos que le navigateur met en avant. Eh bien, moi, je vous présente ça dans la zone 404 parce que je me suis fait piéger. J'étais en train d'intégrer une page HTML en local tranquille, et puis je devais mettre des vidéos YouTube à l'intérieur. Et puis quand je collais mes codes iframe, ça faisait rien. La vidéo ne se charge pas. Putain, c'est pas possible, j'étais bien connecté et tout. Enfin, tu vois, le truc, putain. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je sors mon Firebug, bien évidemment, et là je vois que en fait, je suis en train de charger, la vidéo YouTube est en train d'être chargée par l'adresse file www.youtube.com. Et là, je comprends qu'effectivement, elle n'existe pas cette URL-là. Et donc, je me suis dit, là, il y a quand même c'est une belle planche à savon pour, des intégrateurs qui n'auraient pas l'habitude, qui ne fait pas attention à ça quand même. Quand on intègre YouTube, on y va les yeux fermés, en mode je suis confiant, tu vois. Donc du coup, quand on fait de l'intégration, des fois ça arrive, on met pas ça dans un serveur, on y va direct, quoi, tu vois. Bon, pas forcément besoin de ça. Et donc attention, il y a un petit piège là-dedans, c'est l'arnaque. Je me suis fait piéger, j'ai perdu pas longtemps, mais bon. Je trouve que c'est un peu piégeux, même si en réalité, effectivement, sur des sites en prod, c'est utile. Ça aurait très bien marché, ça aurait pas eu un problème, mais quand tu bosses en local, attention au piège des Schemales URL. C'est un peu comme ça arrivait ça à tous les gens qui ont débuté en tant que développeur web, quand tu essaies d'intégrer un bouton j'aime de Facebook ou des trucs comme ça en local. Ouais. Oui, effectivement, quand tu vas cliquer sur j'aime, il va essayer de scraper la page, mais en localos, il peut pas y accéder. Il peut pas y accéder, exactement. Donc quand t'es un peu chevronné, que t'as déjà utilisé, tu sais qu'effectivement ça marchera pas. Voilà. Mais quand tu sais pas, quand t'es pas habitué, je me dis, je comprends pas pourquoi ça marche pas, mais arrête pas de me mettre des heures, mais la page elle est là, je l'ai devant mes yeux. C'est clair. Ah ouais, t'es un localos, mec. C'est ça. C'est un peu le même genre de piège, c'est un peu planche à savon. Bon, c'est c'est pas... Bon, il faut l'avoir en tête, mais c'est vrai que du coup... Après, tu peux avoir l'inverse aussi. Alors, tu peux faire ton site en local, tu mets tes URL vers l'image qui va bien, tout ça en local, et puis après tu fous ton HTML en ligne, sauf que l'image, t'as pas changé l'URL, et du coup... Oui, t'as pas changé le domaine, elle pointe encore en local. Et du coup, toi, tu le vois bien s'afficher, et ton client, il voit 0 image. C'est un peu le même genre, mais dans l'autre sens. Exactement, c'est exactement le même genre, mais dans l'autre sens. Bon voilà, donc c'était une petite zone 404 pour vous présenter les Schemales URL, parce que je suis certain que vous les connaissiez, mais vous n'aviez peut-être pas entendu parler de... Comment ça s'appelait moi, quelques petites Schemales, j'ai du mal encore. Enfin voilà. Bon, c'est bien pour les débutants. Oui, clair. Non, mais vraiment, c'est le genre de piège. C'est énervant, quoi. Tu te dis, punaise. Ils ont. Quand on a débuté, on avait d'autres problèmes à résoudre que ceux-là, quoi. Non, mais c'est vraiment. Donc voilà. Donc
un petit coup de pouce à nos amis développeurs débutants. Ne vous faites pas piéger par ce genre de petite arnaque. Et ben ça conclura notre zone 404. Déjà. Mais oui, déjà, ça va trop vite. C'est vrai que c'est trop court à chaque fois. Il me reste plus qu'à demander à mon ami Teddy où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Internet, s'ils veulent communiquer avec toi. Bah, sur Twitter, par Sur exemple. Twitter, Bellybast. @bellybast, et moi, vous me retrouvez sur www.benjaminrazan.com. Là, vous retrouvez l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels je sévis. Eh bien, écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Salut! Salut.